Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette session cet après-midi. On va attaquer parce que sinon on va pas s'en sortir et la lumière attire les papillons. La preuve en est un beau papillon, beau phénomène, merci. Donc, Antoine. Un, deux, ça marche, ouais. Bonjour à tous, Antoine Maille. Donc moi, je suis un intrus dans la pièce, puisque mon métier, c'est de vendre du stockage. Mais il y a une bonne partie des solutions de stockage que l'on vend qui sont attachées à des environnements IBMI. Donc on a trouvé important avec Laurent d'essayer d'avoir une session commune pour vous aider à construire et vous aider à comprendre là où les architectures IBMI plus le stockage IBM pouvaient avoir du sens. Oui, donc en fait, moi c'est pareil, je suis plutôt l'OVNI, donc c'est-à-dire je fais de l'IBMI, mais j'ai choisi de faire beaucoup de stockage externe. Donc c'est vrai que cette session-là elle a vraiment pour but de voir d'où on vient et où on peut aller. Parce que cette année, il y a eu pas mal d'annonces côté stockage et on voulait reprendre. Donc beaucoup ont connu HyperSwap, GMCV, Metro Mirror, Global Mirror, j'en passe et des meilleurs. Donc c'était de se dire, remettre les concepts de base sur la partie Power, virtualisation, et puis repartir ensuite sur la partie stockage avec un spécialiste stockage. Bonne la zapette. T'as pas zapette? Ah, t'es pauvre. D'accord. Donc, attends, je vais changer de côté alors, t'inquiète. Donc, virtualisation. Donc, je rappelle que on va mettre un peu de vocabulaire. Donc, tous ces mots-là, c'est tout ce qui va concerner, on va dire, la partie stockage, compute, ainsi de suite. Donc, le compute, virtualisation, stockage. Stockage interne, stockage externe, je rappelle, stockage interne, c'est pas parce que vous avez des tiroirs de disques qui sont en dehors de vos serveurs que c'est du stockage externe. Si le contrôleur il est dans le serveur, ça reste du stockage interne, c'est la base. Stockage externe, ça veut dire que le stockage a sa propre intelligence, est piloté et assure une protection de l'environnement. D'accord ? Si le stockage est protégé par l'operating system, en l'occurrence, on va être plutôt sur du stockage interne. Donc, à partir, évidemment, switch LAN, switch SAN, le zoning, les ASP, j'en passe, et des meilleurs. Donc, la partie virtualisation, sur le Power, je le rappelle, elle est opérée par un composant hardware qu'on appelle l'hyperviseur. C'est la seule machine de marché qui a un virtualiseur hardware. Si vous faites de l'ESXi, si vous faites du KVM, du Zen, de l'Hyper-V, vous avez une virtualisation software. Dans le Power, vous avez un composant hardware, l'hyperviseur, qui a la particularité de voir en entrée les ressources physiques, de les prendre, de les virtualiser, et ensuite de les présenter à des partitions clients, soit en attachement natif, AX, Linux, IBMI, ou à des VIOS. Donc des VIOS sont des virtuels IO servers. C'est un AX++. C'est un AX qui a la capacité de virtualiser des ressources. Et tout ça, c'est opéré par un petit moteur qu'on appelle PowerVM. Je le rappelle, le PowerVM a une software EMA, d'accord, qu'il faut payer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ce qui vous permet de faire les mises à jour de vos VIOS. Si vous ne payez pas la software EMA PowerVM, vous n'avez pas le droit de faire les mises à jour. Ça peut être un peu gênant des fois. Donc, si j'ai un VIOS, je vais avoir d'un côté des entrées physiques, donc je vais avoir mon réseau Ethernet, je vais avoir mes disques, mon SAN, mon stockage, et puis après, mon VIOS, lui, va voir arriver. Je vais avoir des cartes fibres physiques, des cartes Ethernet, je vais présenter des couches virtuelles, et en associant les différentes couches, je vais pouvoir présenter un certain nombre de choses, soit des adaptateurs VCSI, soit des virtuels Ethernet adapteurs. Et à partir de là, je vais les présenter à mes partitions clients. Quand je vais faire ça, je vais avoir deux modes. Soit je vais faire ce qu'on appelle du VSCSI. Dans ce cas-là, ça veut dire que les ressources sont présentées à mes VIOS et mes VIOS ensuite vont présenter ces ressources-là à mes partitions clients. Ça veut dire que le disque qui va arriver de ma baie de stockage va être présenté au VIO et ensuite ce disque-là, à travers des adaptateurs clients et des drivers MPIO, va présenter son stockage à la partition. Mais en l'occurrence, quand on fait du stockage externe, notamment pour l'IBMI, on voit arriver des blocs de 512 d'un côté, et de l'autre côté, en IBMI, ils vont faire 520. Cette conversion, elle va être faite par les VIOS dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir gonfler les VIO en proc et en mémoire pour gérer cette conversion, puisque du coup, la partition voit directement arriver des disques préformatés. Si par contre, on fait du NPIV, là, en l'occurrence, je vais plutôt être en mode pass-through dans mes VIOS. C'est-à-dire que mes VIO vont présenter ce qu'on appelle un VFC host, qui va ensuite aller être propagé à la partition cliente.
Et tout simplement, mon stockage, quand il va remonter au niveau de la partition, c'est directement le microcode de la partition qui va faire la conversion. Donc dans ce cas-là, on va doper un peu plus la partition pour faire le boulot. L'avantage, c'est que si je fais du vSCSI, je vais faire des LUN vers le VIO vers le LPAR, mais par contre, je ne suis pas obligé de mettre des switches SAN. Je peux très bien faire ce qu'on appelle de l'attachement direct. Par contre, si je fais du NPIV, les switches SAN sont obligatoires. Je n'ai pas la possibilité de faire du stockage sans switch SAN. Qui va payer les croissants? Ah. Donc, on va avoir deux modes. Soit ce qu'on va appeler de l'attachement direct. Donc, directement, nos cartes FC sont attachées au stockage. Donc, généralement, on dit du QAQ en termes techniques. Donc, directement, la fibre est connectée au port de la carte FC sur les ports des contrôleurs. Et là, la limitation que je vais avoir, évidemment, ça va être le nombre de cartes FC de ma machine et le nombre de ports FC que je vais avoir sur mes contrôleurs de baie. Et si je passe en fabrique, là, tout simplement, je vais mettre des switches SAN au milieu qui vont faire l'interco. Je vais faire mon zoning et j'aurai évidemment moins de ports connectés côté serveur et côté baie. Et du coup, je vais pouvoir utiliser des zones pour pouvoir faire passer mes environnements. Est-ce que c'est clair pour l'instant? J'ai perdu personne? On continue. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est le SSIC. Le SSIC, c'est ce qui va vous permettre en fait de dire par rapport à une matrice, d'un côté, je vais rentrer mon stockage et petit à petit, je vais changer tous les composants un par un pour dire, voilà, d'arriver jusqu'à mon serveur. Et ça va me permettre de voir, est-ce que par rapport à telle baie de stockage, avec tel type d'attachement, tel type de serveur, est-ce que je vais avoir une compatibilité ou pas? Si à la fin de tout ça, je ne trouve pas de résultat, ça sent pas très bon. Donc la solution après qui va rester, c'est ce qu'on appelle une RPQ. La RPQ, c'est tout simplement, on va demander de façon avancée à nos amis du stockage de dire, est-ce que vous vous engagez, si moi je vous présente un serveur patac ou fin avec telle carte fibre, ainsi de suite, tel operating system, telle version, avec tel stockage de votre côté, est-ce que demain, je pourrais ouvrir un incident au niveau du support stockage? Je dis bien au niveau du support stockage, pas support IBMI. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est deux brands complètement différents. Moi, je suis Power, Antoine, il est stockage. Mais à un moment donné, quand on fait de l'IBMI avec du stockage externe, dans certaines configurations, pour avoir un support, on est obligé de passer par des RPQ. Donc les RPQ, c'est tout simplement, on va vous mettre un coup de tampon. Donc là, il va falloir montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il va falloir fournir des diagrammes d'architecture, ainsi de suite, la version de vos switches, le niveau de firmware de vos switches, le nombre de fibres, les cartes, ainsi de suite. Ça va très très loin pour avoir demain un coup de tampon qui va dire « Ok, je suis en capacité de pouvoir faire fonctionner cet environnement de la source, de l'IBMI, jusqu'au stockage externe. » Donc là-dessus, vous avez après des sites, vous avez tous les liens, je vous ai remis tous les liens. De la même manière, c'est hyper important, vous avez le site des annonces. Tous les mardis, il y a annonce. Donc, chez certains, mercredi, c'est ravioli. Nous, le mardi, c'est annonce. Donc, vous allez retrouver toutes les annonces concernant le power, le stockage, le software, le hardware, les arrêts de commercialisation, les sorties, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qu'il faut aller regarder fréquemment, puisque c'est là-dessus où on va voir, notamment, par exemple, l'annonce des ports, les FSP 8 et 16 Go qui s'arrêtent. Par exemple, ça va être telle carte fibre qui va être withdraw. Tous ces éléments-là, on va les retrouver dans les annonces qui sont publiées directement sur ce site-là. Si on parle de stockage externe versus stockage interne, parce qu'on en est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le but de parler de stockage externe et des solutions qui vont arriver, c'est de se dire soit je vais rester sur du stockage interne, soit j'ai la capacité d'évoluer vers du stockage externe. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est de se dire soit je suis capable de prendre en compte mon sous-système disque, puisque c'est ça qui est important, c'est mon point de départ. Est-ce que j'ai un stockage interne avec des contrôleurs RAID, des gros caches de contrôleurs, ainsi de suite? Est-ce que je suis en disque mécanique? Est-ce que je suis en SSD? Est-ce que je suis en NVMe? Et demain, comment je vais faire évoluer tout ça? Et par rapport à ça, il faut être capable de se dire, je suis en capacité de comprendre comment ça fonctionne. Déjà, la première chose, c'est ES logique versus ES physique. Quand je vais avoir une application
qui va écrire, du moins qui va faire à un moment donné une lecture, soit l'information, elle va la trouver dans la mémoire principale. Donc quand on dit mémoire principale, ça peut être la mémoire du serveur, la RAM, mais ça peut être aussi la mémoire du contrôleur de la carte RAID. Donc si l'information, elle est là, bah, tout simplement, j'ai un I/O logique, c'est-à-dire que je ne vais pas plus loin et j'ai mon information, donc je vais pouvoir l'utiliser. Si par contre, inversement, je n'ai pas cette information-là dans ma mémoire principale et je suis obligé d'aller sur mon sous-système disque, bah là, ça devient un I/O physique. Ce qui veut dire que pour faire une lecture, elle va toujours entraîner une entrée et une sortie logique, mais par contre, elle peut nous entraîner plusieurs entrées physiques. Et c'est là où on va avoir des petits problèmes. Parce que quand on fait du stockage externe, potentiellement, on n'a plus de contrôleur de cache RAID. C'est-à-dire qu'on est attaché par des cartes fibres et le cache, il est déporté au niveau de nos baies. Donc, ce qui fait que généralement, quand vous aviez des grosses cartes RAID avec des gros disques SSD, tout était dans le cache des contrôleurs. Donc, ça allait bien. On faisait plein d'IO logique. Donc, ça envoie du lourd, ça marche super bien. Sauf que quand on passe sur du stockage externe, on n'a plus ce cache-là. Donc, généralement, on a environ 80% des IO logiques qui deviennent des IO physiques. Donc, quand vous vous retrouvez avec une machine qui fait 5 ou 10 000 IO physiques, ce n'est pas grave. Mais si elle fait déjà 60 000 ou 80 000 IO logiques, là, ça commence à devenir un petit peu tendu. On a eu des cas dans la salle, certains se reconnaîtront, où on m'a dit « Ah non, t'inquiète pas, Lolo, j'ai une baie, j'ai un client, il a 10 000 IOPS, ça passe crème sur une baie de stockage. » Mais vraiment crème. Puis, bizarrement, il y avait des trucs qui n'étaient pas très catholiques. On a regardé un peu plus en détail. Finalement, on s'est aperçu d'une chose, ce client-là ne pouvait pas du tout aller, même avec 10 000 IO, sur du stockage externe. À l'inverse, j'avais un autre client qui faisait du 50 000 IO. Lui, il a pu y aller. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a déjà ce ratio IO logique, IO physique, mais en même temps, vous allez avoir la taille des blocs, tous ces facteurs-là. Et ce qui fait que c'est hyper impactant. Donc, à un moment donné, il ne faut pas juste se dire je fais 5 000 IO ou 10 000 IO et n'importe quelle baie peut encaisser. De la même manière, vous allez avoir des clients qui vont faire 100 000 IOPS et qui vont pouvoir aller sur du stockage externe, sur du mode bloc, sur du SVC, ainsi de suite, et qui d'autres seront plutôt orientés vers du DS8000 ou des plus grosses baies, parce que ça peut être problématique. Là, en l'occurrence, quand on parle de baies de stockage, nous, on va se concentrer sur tout ce qui va être la gamme SVC, Flash, ainsi de suite, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, quand on parle de sous-système disque, on va avoir donc forcément disque mécanique, les SSD et les stockages NVMe. Du plus lent vers les plus performants. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en termes de compte, c'est tout ce qui va être les temps de service. Donc, le temps de service du disque, les temps d'attente, les temps de réponse, et puis le pourcentage d'occupation. Si à un moment vos disques sont occupés à 100%, ça va poser problème. De la même manière, vous le savez, en IBMI, on dit toujours faites attention au pourcentage d'occupation de vos ASP. Si vous êtes jusqu'à, on va dire, 60%, il n'y a pas d'impact de performance. De 60 à 70%, on va perdre entre 15 et 20% de perf. De 70 à 80, là, on va attaquer les 30-35% de perte. Puis après, dès qu'on va passer les 80, la courbe, elle commence à monter à la verticale et on va vraiment perdre énormément de performance. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce qu'un client qui va être à plus de 80%, voire 90%, on en croise quelques-uns, je peux vous garantir, ceux-là, ils n'ont plus de protection. Demain, il y a le moindre crash, vaut mieux qu'ils aient une bonne bande pour recharger. Parce que là, ça va vraiment poser des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire des analyses et ainsi de suite. Ça va être aussi important de regarder les temps de collecte. Si on fait du 5 minutes ou du 15 minutes. Parce qu'un 15 minutes, ça peut cacher des fois un pic qui va arriver peut-être que sur une minute, mais par exemple, c'est peut-être un pic à 100 000 IOPS. Donc, c'est des choses où il faut faire très attention. Et puis, quand on va parler de contrôleurs de disque, on va avoir les caches de lecture et les caches d'écriture. Et puis, les BMI, généralement, il y a plein de clients qui aiment beaucoup écrire. Donc, quand ils aiment beaucoup écrire et que vous n'avez plus de cache d'écriture, on va dire, derrière le proc, derrière la RAM, et qui sont déportés au niveau de la baie de stockage, et qu'au milieu, il y a de la tuyauterie, de la fibre, quelle que soit la longueur de la fibre, la vitesse, elle va toujours à la même vitesse. Donc, la lumière, c'est pas magique. C'est-à-dire, c'est 300 000 km/s. À un moment donné, on ne peut pas faire autre chose. Donc, pensez à ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et puis après, évidemment, il va y avoir tout ce qui va être les sous-systèmes disques. Et là, évidemment, c'est là où le bas blesse. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien avoir
des machines qui vont être super bien réglées, puisqu'elles vont avoir des performances en lecture, en écriture vraiment optimales, parce qu'elles ont les caches qui vont bien. Mais par contre, à l'inverse, il suffit juste qu'il y ait des tailles de blocs qui soient trop importantes, qu'il y ait une fragmentation, qu'il y ait trop de bras sur des IOA, ça arrive. Typiquement, avant, on avait des cartes RAID, vous mettiez 12, 24, 10, ça marchait bien, puis je rajoutais un deuxième tiroir, puis d'un seul coup, mes perfs s'écroulent. Comme on dit souvent, à un moment, pas de bras, pas de chocolat, mais s'il y a trop de bras, pas assez de chocolat. Donc ça, c'est le problème. En stockage externe, on a un autre problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir deux choses à prendre en compte. Le nombre de bras, c'est-à-dire le nombre de LUN, mais surtout la taille des LUN. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, malheureusement, l'IBMI il est encore trop proche des tailles physiques des disques. 70, 140, 280, ainsi de suite. Et des fois, on va avoir des clients qui vont tailler des LUN et qui vont se dire, finalement, j'ai du stockage externe, mais finalement, je vais faire des très grosses LUN de 600, 900 gigas, voire 1 Tera, mais je vais en mettre que 5 ou 6, parce que c'est long à configurer. Et qui vont se dire, je n'ai pas de performance. Versus un client qui va faire des LUN de 140 gigas, mais qui va en mettre une centaine. Vaut mieux avoir 100 bras que 6 bras, parce que l'IBMI travaille là-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et de la même manière, comme on disait tout à l'heure, la taille du cache, plus c'est gros, mieux c'est. Mais attention, en stockage externe, à un moment donné, on a une limitation. Si vous prenez n'importe quelle bête stockage, elle n'aura que 12 gigas de cache en écriture. Que vous preniez une 5003, une 7003, une 9005, c'est la même taille. Flash System, merci Antoine. Mais après, je te rends la main. Je vais avoir fini. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment un point très particulier. Puis de la même manière, ça va être aussi la configuration, le nombre de VFCOS que vous allez faire, les VOS que vous allez mettre. Et tous ces éléments, les uns derrière les autres, font que c'est là où vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis très facilement. Donc voilà, donc si, en résumé, on veut comparer les avantages versus inconvénients, stockage interne versus stockage externe, d'un côté, sur le stockage interne, je vise de l'ultra perf, facilité d'utilisation, peu d'administration. Une fois mes disques sont dans ma machine, même maintenant avec des NVMe, c'est configuré, ça fonctionne tout seul. Si je prends côté stockage externe, là, tout ce que je vais avoir, ça va être souplesse de création, créer des LUN, ainsi de suite, les présenter, ça va très vite. La data réduction, fin provisioning, compression, l'évolutivité importante ou les fonctionnalités complémentaires. Flash copy, détection de ransomware, tous ces éléments-là font l'avantage. Mais à un moment donné, ça veut dire que c'est un choix. C'est-à-dire soit d'un côté, je choisis de l'ultra perf, soit de l'autre côté, je choisis de la fonctionnalité. Mais il ne faut pas penser que vous allez avoir les fonctionnalités du stockage externe avec du stockage interne. Ce n'est pas possible. On ne sait pas faire du flash copy avec des NVMe. Donc, à un moment donné, c'est toujours la même chose. Si vous avez besoin de 200 000 IOPS, ça peut être possible avec du stockage externe, mais ça ne va pas forcément être une 50-15. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Puis après, les inconvénients. Si on regarde, d'un côté, l'évolutivité en stockage interne, elle peut être compliquée, notamment une fois que j'ai plus de slots, comment je vais faire ? J'ai pas de fonctionnalité avancée. Et puis après, c'est le nombre limité d'environnements que je vais avoir, parce qu'il est limité forcément par soit les cartes que je vais avoir, ou soit la disponibilité de mes disques NVMe. Et par contre, en stockage externe, c'est les compétences à maîtriser, les performances inférieures au stockage interne et la compatibilité des ressources, NPIV, VSCSI. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, Dell a annoncé, Dell EMC, c'est ça, l'arrêt du support des baies, d'une partie de ces baies, en IBMI. Oui, toutes. Avec le driver 910. Donc ça veut dire que demain, ça va poser quelques problèmes. Donc là, pour l'instant, il y avait Dell EMC, Hitachi et Pure Storage qui étaient supportés en IBMI, hors IBM, évidemment. Mais ça veut dire que demain, il va rester Pure Storage, certaines Hitachi, donc évidemment pour tout ce qui est IN, mais en termes de entry et mid-range, il va rester que du Pure Storage. Par contre, Pure Storage, c'est forcément du VSCSI. Vous ne pouvez pas faire du NPIV en IBMI avec du Pure Storage. Donc voilà. Et je te passe la main. Alors j'ai fait le parti pris, j'ai fait le choix de vous parler essentiellement de l'offre Flash System, parce que c'est celle qui a priori couvre 90-95% des environnements IBMI qui disposent de stockage externe. J'aurais aussi pu vous parler de DSU 1000, j'en dis juste un mot. L'offre DSU 1000 a été rafraîchie le mois dernier. La génération 9 a été remplacée par la génération 10.
L'intérêt principal de la génération 10, outre plus de performance, plus de bandes passantes, l'évolution naturelle des technologies, ça va être l'intégration des flash core modules dont on parlera en flash system, qui existent dorénavant également en DSU 1000. Donc s'il y en a qui ont des sujets autour de DSU 1000, n'hésitez pas, on peut en parler après. L'essentiel de ma presse, tu m'avais dit 10 minutes, c'est autour de l'offre flash system. Alors j'imagine que ça n'est pas une grande nouveauté pour vous. L'offre flash system, qui est une famille de produits qui démarre sur des machines d'entrée de gamme, et vraiment d'entrée de gamme, la 5015, dans laquelle on a des contrôleurs avec pratiquement aucune performance et des disques alignés, jusqu'à des machines qui s'appellent des 9005, qui sont des machines high-end, capables de supporter plusieurs pétas de données et plusieurs millions d'IO. Elles partagent toutes le même code, la même interface d'administration, et globalement les mêmes fonctionnalités, même si on le reverra, les machines d'entrée de gamme ne supportent pas forcément toutes les fonctionnalités. Ces machines tournent le code IBM Storage Virtualize, qui est celui que vous connaissez depuis plus de 20 ans maintenant, au cœur du SVC. On faisait avec le SVC de la virtualisation externe, on prenait de la volumétrie qui venait de bêtes disques externes et on ajoutait de l'intelligence via la couche SVC. Le flash system embarque le code du SVC en apportant sa propre volumétrie. Donc apporte de la virtualisation sur les disques internes. Alors on peut aussi faire de la virtualisation externe, mais c'est vrai qu'on le rencontre de moins en moins parce que ça se justifie moins maintenant. Qu'est-ce qui fait que la gamme Flash System est unique? Alors je vais juste revenir pour pas dire de mensonge. 5015, 5045, ce sont des machines qui sont essentiellement destinées à des disques mécaniques que l'on va rencontrer essentiellement pour servir de back-end à des environnements de stockage, de sauvegarde, pardon, à des environnements de sauvegarde, sur lesquels on n'attend pas un niveau de performance ou un niveau de latence extrêmement important. À partir de la 5003, on est sur des machines essentiellement flash avec des disques NVMe particuliers. Qu'est-ce que ces disques NVMe particuliers? Ce sont des flash core modules. Alors qu'est-ce qu'un flash core module? C'est un disque avec des médias flash. Sur la gauche, vous avez un disque SSD dans lequel vous voyez bien des médias flash. Et dans mon flash core module, vous voyez des médias flash. Ce sont les mêmes. Globalement, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qui change? C'est ce gros machin là, qui est un processeur. Les flash core modules intègrent leur propre processeur pour gérer les données. Ça veut dire quoi, gérer les données à l'intérieur d'un disque? Alors ça ne vous est peut-être pas familier, mais un disque flash, ça a un fonctionnement extrêmement particulier à l'écriture. On ne peut pas écrire 2 fois au même endroit sur un disque flash. Une fois qu'on a écrit sur un disque flash, pour pouvoir écrire à nouveau, il faut le remettre à blanc. Il faut le reblanchir. Il faut le flasher. D'où le nom flash. Pour pouvoir flasher un média, faut qu'il soit vide. Ce qui fait qu'un disque flash qui se remplit et qui a une activité écriture importante, au bout d'un moment, il passe son temps à se regarder le nombril et à déplacer ses données pour pouvoir en flasher pour trouver de la place. C'est extrêmement consommateur en ressources. La majorité de nos concurrents déportent cette fonction de gestion des écritures dans le contrôleur de la bête disque, sur les processeurs de la bête disque. Nous, on le gère à l'intérieur du média. Ça permet également de gérer l'endurance, parce qu'à chaque fois qu'on va flasher un chip flash, on va l'user, parce qu'en fait, il a il a une limite théorique de flash. Le processeur, il a un certain nombre d'algorithmes qui va assurer la ventilation des données pour optimiser le cycle de flashage de chaque média pour éviter de les user. Ce processeur va être utilisé pour chiffrer les données. Vous savez que le chiffrement est à la mode, c'est une des précaux de l'ANSSI maintenant. Les données doivent être chiffrées pour vous prémunir du fait qu'un disque soit volé physiquement. Ce chiffrement, c'est de la puissance de calcul. On utilise la puissance de calcul présente dans les chips.
On fait également de la compression. On fait de la compression par le matériel sans aucun impact sur les performances. De sorte que sur ces machines Flash Core Module, on ne peut pas désactiver la compression. On essaye toujours de compresser les données. Si les données sont compressibles, tant mieux. Si elles ne le sont pas, tant pis, on aura essayé et puis on aura un gain de 0%. La dernière fonctionnalité qui a été intégrée dans le Flash Core Module, dans la dernière génération du Flash Core Module, c'est la détection de ransomware. Alors comment on va détecter les ransomware ? On va en permanence à l'intérieur du disque collecter des métriques qui vont caractériser les écritures. Alors ça va être le taux de compression, ça va être la recherche de signatures particulières que l'on connaît, ça va être l'analyse de la variabilité de la donnée. Une donnée, c'est variable, maintenant c'est pas n'importe quoi, ça suit un pattern particulier. Donc on va en permanence, sur chacun des Flash Core modules, analyser 100% des écritures pour voir si les écritures sont normales, si elles sont habituelles, si elles ressemblent à un flux d'écriture classique chez n'importe quel client Flash System. Ces métriques-là sont remontées à un petit moteur d'intelligence artificielle qui est soit hébergé à l'intérieur de la machine, soit encore mieux dans Storage Insight, donc une offre cloud déportée. Et sous 2 secondes, on va dire, sur ce volume, il se passe un truc pas normal. Ça ressemblerait bien à une signature ransomware. Et on va faire ça en permanence, en utilisant les ressources présentes à l'intérieur du disque, donc sans aucun impact sur les performances. Et c'est une offre qui est disponible nativement sur les Flash Systems dans le prix de la machine. Ce qui fait que notre petit Flash Core, là, j'ai oublié d'en ramener un, mais c'est un petit disque de 2,5 pouces. On peut y héberger 38 Tera de données, grâce à la compression potentiellement plus de 100 Tera de données, avec une endurance, elle n'est pas illimitée, parce que physiquement, un disque flash, ça s'use, mais on a des tas de disques qui sont en production depuis 7 ans et qu'on n'a toujours pas remplacé et qu'on n'est pas prêt de remplacer à cause de l'usure. On a des performances, alors une performance, c'est la latence qui nous intéresse, qui sont naturellement sur le disque à 0,2, 0,3 millisecondes, quelle que soit la charge I/O, et une efficience et une réduction de l'empreinte carbone qui sont spectaculaires. On le verra après dans un U dans un rack. On consomme 500 watts et on stocke entre 300 Tera et 1 péta de données. Un U 500 watts. Là, voilà ma gamme. La gamme NVMe, elle est assez lisible pour le coup. On a une machine 1U 12 modules, 2U 24 modules, 4U 48 modules. Ce qui va permettre d'héberger 1 péta, c'est avec un taux de compression assez agressif. Mais on va diviser par 2 pour être réaliste. On va dire 500 Tera, 1 péta, 2 pétas. Sur un encombrement qui est assez limité. Avec une capacité I/O, ah mince, je ne l'ai pas, c'est écrit en dessous. Là, on simule une charge 7036K. C'est peut-être un peu ambitieux dans un environnement IBMI. Et en IBMI, on va plutôt être à 32K. Donc, on va diviser ça par 2. On va dire que sur un Flash System, sur un Flash System 5003, on fait 200 000 I/O avec un temps de latence à 0,2 millisecondes en environnement IBMI. Ce qui est plus qu'honnête. Puisqu'on a plein d'IO et puisqu'on a plein de places gratuites, on va essayer de faire des choses utiles avec. On va utiliser cette puissance de calcul, qui nous offre la compression, pour augmenter la sécurité des données de nos clients. On va mettre en place à l'intérieur de la machine un coffre-fort logique. Vous connaissez les flash copies. On fait des flash copies depuis longtemps. On a rajouté à la fonctionnalité flash copy la notion d'immutabilité. Donc, vous allez prendre des photos de vos environnements de production au rythme qui vous sied et vous allez y associer une durée de rétention.
entre 1 et 365 jours. Quoi qu'il arrive, ces LUN que vous avez mis à l'intérieur du coffre-fort logique, vous ne pourrez pas les supprimer. Même l'administrateur ne peut pas les supprimer, ne peut pas les modifier. Elles ne peuvent pas être mappées à un host, elles ne peuvent pas être écrites, elles ne peuvent pas être lues. Elles sont au coffre. Si j'ai besoin d'accéder à ces données, ben je vais faire comment? J'ai toutes mes LUN qui sont au coffre. Je vais faire un flash copy de ma LUN qui est au coffre. Ça dure une seconde, uniquement des jeux de pointeurs. Et cette LUN-là, je vais pouvoir l'exploiter, la monter à un serveur, la monter à une clean room pour aller en vérifier le contenu. De sorte que le jour où j'aurai à faire face à une cyberattaque, alors je ne pense pas que les environnements IBMI soient des cibles privilégiées, mais personne n'est à l'abri. Le jour où on fait face à une cyberattaque, eh ben, je dispose de X points de restauration potentiels. Ben, je vais pouvoir les prendre un par un. Je prends mon dernier point de restauration, j'en fais un snap, ça dure une seconde, je le mappe à un serveur, ça dure 1 minute, je démarre ma partition, ça dure 3 à 4 minutes, je ne sais pas, et en 5-10 minutes, ben, j'ai vu l'ampleur des dégâts. Ma copie H-1, elle est propre, elle n'est pas propre. Ratée, elle était déjà corrompue. Je fais comment? Je démappe tout le monde, je prends la deuxième, j'en fais un snapshot et je la remonte. Ce qui fait qu'en moins d'1 heure, normalement, j'ai fait l'inventaire des dégâts. Et je suis capable de dire ma production a été corrompue, j'ai disposé de 4 points de restauration et je dois redescendre à H-3 pour avoir un état cohérent. Qu'est-ce qu'on décide? Alors, on va sans doute pas décider de tout restaurer tout de suite, mais si c'est le cas, je prends mon H-3, je fais restauration sur mes volumes de production, c'est un jeu de pointeurs, ça va durer 10 secondes, allez, 1 minute, quelle que soit la volumétrie de données à restaurer. Pas magique, ça sauve pas la vie, mais combiné à la détection de ransomware qui nous alerte au bout de 2 secondes si un ransomware est intégré dans ma production, c'est un outil plus que performant et intégré dans la machine. Question à ce stade? Dormez, c'est la sieste. Il n'y a pas de honte, hein? Vous avez choisi l'amphi, il fait noir, les fauteuils sont confortables. Je peux pas vous en vouloir. Excellente question. La copie immuable va stocker les changements par rapport au disque de production. Donc la question qui va se poser, c'est combien de temps je choisis de garder ma copie immuable en ligne. Si je choisis de la garder 365 jours, il est vraisemblable qu'en 365 jours, 100% de mes blocs auront été modifiés. Donc dans ce cas-là, la réponse, c'est 100%. Si vous choisissez de garder votre copie 7 jours, et j'ai encore jamais vu quelqu'un qui choisissait de la garder plus de 7 jours, on va se retrouver dans la majorité des cas globalement autour de 30%. C'est à peu près ça. Je vous rappelle que grâce à la compression des flashcores, on a gagné beaucoup d'espace. Donc, quand on vous a fait gagner de l'espace, on vous la reprend. On commence à parler des sujets qui fâchent. Tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant va vous imposer, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire évoluer vos zonings, on parle des zonings, en NPIV, mais moi je ne parle pas du même NPIV que celui de Laurent. Je parle en NPIV côté B2 disque. Sur les SVC Flash System, il y a 10 ans, on zonait sur les ports physiques des machines. Depuis 2008,
on crée des worldwide names virtuels sur les baies de disque et on peut zoner sur ces worldwide names virtuels. Ça va apporter de la mobilité dont on va avoir besoin dans les slides suivants. Depuis la version de code, là, j'ai commencé à taper dur là. Depuis la version de code 8.6.1, il faut absolument être en NPIV. Tout ce que je vous raconte là impose la 8.6.1. Donc il y a un vrai chantier de migration NPIV. Et en IBMI, il y a un peu de travail. Vous avez un lien, amusez-vous. FlashGrid. Avant les flash systems, on en faisait des clusters. Qu'est-ce qu'il y a des flash systems en cluster? On prenait une machine, on prenait deux machines identiques et on disait maintenant c'est une seule avec un point d'administration unique. On pouvait clusteriser le 5003 à 4 machines, le 7003 à 4 machines, le 9005 à 2 machines. Ça permettait de grossir artificiellement les machines. Le clustering, on oublie. On ne fait plus. Alors si vous en avez, vous les gardez, hein, vous les jetez pas. Hein. Mais les nouvelles installations, on ne les fera pas en clustering. Et les machines qui sont en cluster ne pourront pas bénéficier de toutes les évolutions. On ne fait plus du cluster, on fait du grid. Alors c'est quoi le grid? On va garder les machines indépendantes. Chaque machine est son propre cluster avec sa propre adresse IP de service. Des machines qui pourront être de types différents. Des machines qui pourront être avec des niveaux de code différents. Alors des niveaux de code différents, ne sortez pas une version 7.8, hein, des versions récentes, des versions cohérentes quand même. Toutes ces machines-là vont être regroupées au sein d'un grid qui est un point d'administration unique pour toutes les machines. Alors aujourd'hui, tout de suite maintenant, là, les grids ils fonctionnent en ligne de commande et via Storage Insight. Ah ben non, on l'a annoncé déjà. Avec la version 8.7.2 qui sort dans 15 jours, qui est annoncée et qui sort dans 15 jours, on pourra faire l'administration de grid via le GUI. Donc via un seul GUI, je pourrai administrer toutes les machines de mon grid. Le grid va permettre de faire du déplacement de données d'une machine à une autre. Donc, le SVC faisait de la virtualisation de données et permettait de déplacer des données d'un back-end à un autre. Maintenant, avec le grid, puisqu'on a rajouté la partie virtualisation en frontale des machines, on va pouvoir déplacer des partitions complètes d'un flash system à un autre. Ne cassez pas ce que vous avez. Par contre, toutes les nouvelles installations qu'on fait à partir de maintenant, il faut garder ça en tête. Oui. Est-ce qu'il y a des contraintes de distance dans le flash grid? Il n'y a pas de contraintes de distance à l'intérieur. Enfin, il y a des contraintes, mais elles sont. Il ne s'agit pas d'avoir un flash grid pour le monde entier. Il y a des contraintes faibles de distance à l'intérieur d'un flash grid. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on veut faire à l'intérieur d'un flash grid. On parlera après, si on veut faire du achat entre deux machines à l'intérieur d'un flash grid, on va devoir être à la distance du achat. La distance du achat, c'est 1 milliseconde, un petit peu plus par RPQ. Donc on a cette distance-là. Si on veut faire un déplacement de partition d'une machine à une autre, bah, les serveurs ils sont d'un côté. Si je déplace mes données en faisant un clic droit, déplace-moi les données à 300 km et que mon serveur reste là, ça ne va pas bien marcher. Donc le flash grid, en tant que tel, c'est de l'administration IP. Donc il n'y a pas de contraintes de distance, ou elles sont faibles, je ne sais plus, elles sont relativement larges. Par contre, si on veut bénéficier de toutes les fonctionnalités de dynamisme des données entre les machines de la flash grid, eh ben, il faut être pas trop loin. Alors, un flash grid n'impose pas Storage Insight. On a un point de management qui est le flash grid owner depuis laquelle on va faire cette administration. Aujourd'hui, on ne peut pas encore renonder le flash grid owner. Ça veut dire que si je le perds, donc c'est-à-dire que si j'ai perdu un flash system quand même, c'est pas de peau, hein, mais bon, si je le perds, je pourrais continuer à administrer mes autres machines individuellement. Il va falloir que voilà, si j'ai fait le deuil
de mon flash grid owner, donc si j'ai fait le deuil d'un flash system, déjà pas de chance, hein, je vais reconstruire un flash grid sur une autre machine. Aujourd'hui, il n'est pas encore redondé. S'agissant de Storage Insight, j'ai un slide après, c'est une offre qui est hébergée dans le cloud IBM. Donc c'est IBM qui assure la redondance de cette solution via ces mécanismes IBM Cloud. C'est une solution logicielle qui est une machine virtuelle qui est hébergée quelque part sur IBM Cloud. Donc, il y en a plusieurs, mais c'est IBM qui en assure la redondance. Et le Storage Insight est utile dans le grid quand vous aurez plusieurs flash systems connectés. Des machines high-end, des machines pas high-end, des disques mécaniques, des disques flash. Storage Insight va avoir une capacité à analyser les workloads qui tournent sur chacune des machines, le potentiel performant de chacune des machines, et vous donner des conseils en disant là, ces données-là, elles ne sont pas au bon endroit, vous devriez les déplacer, et si tu veux, je peux le faire parce qu'elles sont dans un flash grid. Voilà. Entre nous, c'est l'impact de Storage Insight sur le flash grid, c'est pas la fonctionnalité première qu'on va en attendre, je pense, dans les 2 prochaines années. Donc l'intérêt de flash grid, c'est que le cluster, c'était quand même super contraignant. Les machines devaient être identiques, devaient avoir le même niveau de code. Donc quand je montais une machine, je montais tout mon cluster en même temps. Donc s'il y avait un bug, s'il y avait un truc qui allait pas dans le code, j'avais tous mes œufs dans le même panier. C'était limité à 4. Le grid, aujourd'hui, c'est limité à 8, mais on a déjà annoncé qu'on allait monter à 16, 32, 64. On a une roadmap assez agressive. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes machines, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes versions de code. Donc, d'un point de vue évolution des architectures flash system, c'est quand même un gros pas en avant. Alors, SV1, non. Parce que SV1 ne peut pas monter au-delà de la 8.5 quelque chose, et que le flash grid impose mieux que ça. Mais dans l'esprit, ça marche aussi entre des SVC qui auraient des versions de code compatibles. Alors dans le cas présent, non, parce qu'en fait, c'est le même disque qui se déplace d'une machine à une autre. Le serveur le voit. Alors, il peut y avoir un timeout, d'une ou 2 secondes, mais le serveur le voit pas. Et ça va me faire une transition. Merci. Au niveau timing, on est... les différents mécanismes de résilience des données qui sont disponibles pour tous les hosts connectés à un flash system, y compris le IBMI. Chiffrement des données, tout à gauche, j'en ai déjà parlé, ça se fait à l'intérieur du FlashCore. Flash copy, sauveguarded copy, c'est complètement à droite, j'en ai déjà parlé, c'est le coffre-fort logique qui va me permettre de faire des restaurations quasi instantanées de mes environnements de production. Réplication. Le code Storage Virtualize, donc le flash system, offre des mécaniques de réplication synchrones et asynchrones. Je vous apprends rien. Offre des architectures de haute disponibilité entre 2 machines et offre des architectures 3 copies. Vous allez me dire, tout ça, c'est pas nouveau. Eh ben si, tout est nouveau. Là, je vais me fâcher avec tout le monde. Vous avez déjà entendu parler du Global Mirror. Vous avez déjà entendu parler du Global Mirror with Change Volume. Ces fonctionnalités-là sont maintenant remplacées par une technologie qui s'appelle le Policy-Based Replication. Technologie qui existe depuis la version 8.5.2, donc depuis maintenant 2 ans et demi, qui a d'abord démarré gentiment en disant bah, regardez, c'est là, vous pouvez jouer avec. Maintenant, c'est la norme d'installation. Vous avez déjà entendu parler de l'hyperswap.
qui était notre solution de achat entre deux flash systems. L'hyperswap est remplacé par une technologie qui s'appelle PBHA. Vous avez, j'espère, pas trop entendu parler d'une solution qui s'appelait 3-site Mirror with Orchestrator, qui est remplacée par du PBHA 3 sites. Alors remplacer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites une installation maintenant, il faut la faire avec ces nouveaux mécanismes. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est bien. Si vous êtes en production, bah vous pouvez rester en production. Vous pouvez monter ces environnements jusqu'à la version de code 8.7.0, qui est la version de code qui a été délivrée au mois de juin 2024, donc il y a 4 mois. Si vous restez en Global Mirror with Change Volume, en HyperSwap, vous resterez en version 8.7.0. Si vous voulez faire évoluer votre code, il faudra modifier ces anciens mécanismes de copie par des nouveaux. Le PBR, c'est quoi? PBR, Policy Based. Ça veut dire quoi, Policy Based? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un volume, vous allez lui associer une politique. En l'occurrence, la politique, dans ce cas-là, ce sera « Je souhaite que tous les volumes qui appartiennent à ce groupe de volumes soient associés à une politique de réplication asynchrone vers la machine Toto. » À chaque fois que je créerai un nouveau volume dans ce groupe de volumes, automatiquement, ça va aller créer un volume en face, et ça va les mettre en réplication, et ça va les synchroniser. Aujourd'hui, quand vous faites du Global Mirror with Change Volume, vous créez un volume à gauche, vous créez un volume à droite, et vous les associez. 3 étapes. Demain, une seule. Automatiquement, tous les volumes appartenant à un même volume groupe, sont gardés cohérents. Aujourd'hui, vous avez 2 modes, Global Mirror with Change Volume. Qu'est-ce qui fait qu'on décidait l'un ou l'autre? C'était la qualité du lien, on va dire. La qualité, la fiabilité, le débit du lien. Si on avait un lien qui n'était pas suffisant pour passer tout le flux d'écriture, on faisait du GMCV, qui est une technologie qui prenait des snapshots de chaque côté, et on envoyait le contenu du snapshot plutôt que toutes les écritures. Le PBR, il combine les deux. Il a une réplication adaptative. Si le lien est suffisant, eh ben, il passe les données en équivalent Global Mirror, donc en mode journaling. Si le lien n'est pas suffisant, il passe en mode cycling en prenant des snapshots de chaque côté. C'est-à-dire que si votre lien il est partagé avec d'autres applications, ou si vous avez une workload qui est variable, parce que vous avez des batchs la nuit, un TP le jour par exemple, eh ben, la nuit, il n'arrive pas à passer le flux, donc il passera en mode cycling avec des snapshots de chaque côté. Bah, si ça se casse, c'est pas très grave, c'était un batch, donc vous repartez avant le batch, vous avez pris un snapshot de toute façon. Pendant votre TP, bah, il y a moins de données, par exemple, donc là, ça passera en mode journaling. Donc, vous n'avez pas à choisir. L'autre élément extrêmement intéressant, je ne sais pas si beaucoup ont mis en place du Global Mirror ou du GMCV, c'est des technos qui datent un peu, c'est des technos qui dataient un peu et qui avaient été développés pour des machines qui avaient des disques mécaniques sur lesquels les temps de réponse étaient de 5-6 millisecondes. Depuis qu'on est en flash, les mécaniques Global Mirror, elles ralentissent pas mal. Elles ont un impact important sur les performances des machines. Le PBR a un impact extrêmement faible sur la charge de la machine par rapport à une machine non répliquée. Donc, on a des environnements, y compris des environnements IBMI, où des clients qui avaient des mécaniques en Global Mirror with Change Volume, le fait de les prendre et de les passer en PBR, ça a respiré. Parce que la mécanique est multithreadée dans la machine, toute la partie réplication est beaucoup mieux gérée. Donc,
certains scénarios de réplication qui ne passaient pas avec les anciennes mécaniques passent sans problème avec les nouvelles mécaniques. Il existe un chemin de migration de Global Mirror vers PBR. Donc, si on peut, sur une même paire de machines en production, avoir certaines relations en Global Mirror et d'autres relations en PBR. Donc, c'est possible d'aller de l'un vers l'autre en prenant LUN par LUN ou groupe de LUN par groupe de LUN de façon non disruptive sans jamais casser la réplication. C'est un peu moins vrai pour PBHA. PBHA, c'est le remplaçant d'HyperSwap. HyperSwap, on prenait deux machines, on les mettait dans un même cluster et on mettait en place une solution de HA à l'intérieur d'un cluster. PBHA, donc toujours policy-based HA, on fait de la hot dispo entre des clusters. Entre des clusters qui peuvent être des machines de type différent, qui peuvent être des machines de code différents. Ça veut dire que si demain j'ai un environnement de hot dispo, je vais pouvoir mettre à jour le code d'un côté, voir comment ça se passe, mettre à jour le code de l'autre côté, sans toucher en même temps aux deux côtés de mon HA. Je vais pouvoir avoir certains volumes qui sont locaux et certains volumes qui sont HA. Aujourd'hui, en HyperSwap, c'est un peu bancal quand on a besoin de garder des volumes locaux. On a toujours un quorum, parce qu'il n'y a pas de miracle. Il faut arbitrer une éventuelle perte de lien et éviter un split brain. En termes de performance par rapport à l'HyperSwap, c'est bien meilleur. En HyperSwap, on était limité à 1000 volumes. Donc il fallait faire des gros volumes. Et Laurent vous expliquait tout à l'heure qu'en IBMI, c'est bien d'avoir plein de petits volumes, parce que l'IBMI, il est content, il a plein de queues. En HyperSwap, il fallait un peu arbitrer entre gros volumes, petits volumes, parce qu'en HyperSwap, je ne peux pas en mettre beaucoup. Là, j'ai le droit au max de la machine, soit 15 000. En performance, on est bien meilleur. Il n'y a pas de chemin de migration super par rapport à un HyperSwap, parce qu'un HyperSwap, c'est un seul cluster avec les deux machines. Le PBHA, c'est deux machines distinctes. Donc, le seul chemin de migration qui existe aujourd'hui, c'est je prends ma machine, je casse mon miroir, je recrée une nouvelle machine, je resynchronise tout. IBM travaille un scénario de migration qui mettrait en jeu une troisième machine. Ça ne devrait pas tarder, mais ce n'est pas encore le cas. L'autre limite, au jour d'aujourd'hui, peut-être ça peut changer de demain. Aujourd'hui, l'IBMI n'est pas supporté en PBHA. Aujourd'hui, enfin, il y a 5 minutes. Je pouvais attendre la question, c'est ça? Alors, ça marche. Ça marche. Le lab stockage a fini de certifier ça depuis 1 mois et demi maintenant. Il manque le coup de tampon des labs IBMI. On avait lancé des RPQ. À chaque fois qu'on lance une RPQ, ça nous répond « vous l'aurez dans 6 semaines ». À chaque fois. Et 4 semaines après, c'est encore dans 6 semaines. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas se mouiller. En tout cas, ils ne veulent pas gérer un versionning qui s'effeuille dans le temps. Donc, à un moment, ils vont nous dire « c'est bon, c'est réglé, c'est supporté ». Le branch stockage pousse pour que ce soit urgent, pour que ça se fasse rapidement. Peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 1 heure, je ne sais pas. Alors c'est embêtant, hein, parce qu'aujourd'hui, installer un cluster, un nouveau cluster, une nouvelle installation que l'on ferait en HyperSwap, ça veut dire qu'on l'a fait en 8.7.0 et qu'elle restera en 8.7.0 et qu'on n'a pas de chemin de migration intelligent vers PBHA. Donc c'est vraiment embêtant. Donc c'est pour ça qu'on met une pression importante. Le chemin de migration? Alors, de toute façon, même si on a un chemin de migration intelligent, il faudra une troisième machine. Il n'y a pas de miracle. Ouais, mais c'est compliqué d'expliquer à un client qui démarrerait une installation au mois de novembre en HyperSwap qu'au mois de janvier, il faut qu'il migre en PBHA avec une troisième machine. Donc, bon, c'est pas top. Maintenant, j'ai bon espoir que ce soit une question d'heure ou de jour. Mais je l'ai déjà dit ça il y a 3 semaines. Alors,
Je suis parti en vacances, je me suis dit, il va se passer des trucs. Eh non, même pas. Aussi longtemps que vos machines sont supportées. Donc, habituellement, c'est 5 ans. On a annoncé au mois de septembre un truc qui combine les deux. On a un vrai PBHA 3 sites. J'ai 2 machines qui sont en PBHA, donc qui assurent de la haute dispo avec 2 machines qui sont proches, donc qui sont à 1 milliseconde. Et j'ai un 3e site qui est un site distant à plusieurs centaines de kilomètres vers lequel je réplique en asynchrone. Une vraie solution 3 sites sur laquelle on peut revenir en arrière avec une gestion de SLA par politique. J'ai un volume groupe. Quand je crée une nouvelle LUN, je rajoute ma LUN dans son volume groupe. Automatiquement, il me rajoute un copain à côté, il les met en HA. Il rajoute un copain distant, il les met en asynchrone. Donc en termes d'administration, c'est quand même beaucoup plus fluide que ce qui pouvait exister avec avant un orchestrateur perfectible. On va le dire comme ça. Alors, il n'est pas indispensable de mettre le 3e site à 100 km. C'est que fonctionnellement, c'est parce qu'on a besoin d'aller rajouter un 3e site éloigné pour assurer une sécurité géographique qu'on est obligé de mettre de l'asynchrone. Question? Remarque? Alors, depuis quoi? On n'avait pas vraiment de... Enfin, aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de solution 3 sites intelligente. Hier, pardon. On avait un truc un peu brandouillard avec un orchestrateur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une solution achat, on peut lui rajouter un 3e site DR, et une solution DR, on peut lui rajouter un achat. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution 3 sites en production pour lesquels il faudrait réfléchir à un chemin de migration intelligent. Ok. Ça m'intéresse. Non, non. C'est là où je dis que c'est un truc beaucoup moins brandouillard qu'avant. On n'a plus l'orchestrateur et surtout on a un vrai retour arrière. Parce que la grosse limite de la solution qu'on avait avant, c'est que quand on partait sur le site de DR, pour revenir, c'était un long chemin. Ouais. Alors que maintenant, c'est intégré dans le code, on a des bascules dans tous les sens. Enfin, c'est une vraie solution 3 sites. Quoi. Voilà, Oui. Oui. Alors, ce sera en 8.8. Logiquement, ce sera en version 8.8, puisque l'objet des versions intermédiaires, c'est d'apporter des nouvelles fonctionnalités qui sont appelées à être intégrées dans la LTS suivante. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut imaginer que la 8.8, elle devrait sortir quelque chose comme 2Q 2025, puisque c'est le rythme que l'on a annoncé. Alors, moi, je ne suis absolument pas effrayé au fait de mettre en production des versions qui sont pas LTS. Ce sont des versions supportées, certifiées. La seule chose, le principe des versions LTS, c'est qu'on explique aux clients, si vous n'avez pas besoin de ce truc-là, restez dans une version dont on assurera le support pendant longtemps. Ça vous évitera d'avoir à faire des mises à jour fréquentes et de courir après des mises à jour dont vous n'avez pas réellement besoin. C'est ça le principe des LTS. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fiables, ça veut dire qu'elles ne sont pas supportées. Le principe des LTS, c'est si vous n'avez pas besoin des nouveautés, restez là-dessus, IBM ne vous demandera pas d'évoluer. Alors que si vous installez une 8.7.2, dans un an, IBM vous dira attendez, il y a la 8.8 qui est sortie, vous installez la 8.8, après on discute. C'est que partir en 8.7.2 vous oblige à migrer en 8.8 au mois de juin prochain. Si c'est là-bas là qu'elle sort, j'en sais rien. C'est ça que ça veut dire. Non.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est quand on aura le support du PBH en IBMI, on aura automatiquement le support du 3 sites en IBMI. Puisqu'en fait, c'est la fonctionnalité de achat entre deux machines différentes qui aujourd'hui n'a pas le coup de tampon dès la IBMI. Ah oui. Storage Insight, je l'ai juste évoqué comme ça. La solution hébergée dans le cloud IBM pour administrer les machines. Elle existe depuis quelques années. Avant, on vendait ça comme une solution de supervision et de monitoring de performance. Point. Ça devient de plus en plus structurant dans l'offre stockage IBM. Je vous ai parlé de la détection de ransomware, je vous ai parlé du flash grid. Tout ce qui va concerner l'analyse et la maintenance prédictive s'appuie sur Storage Insights. Ça coûte 3 sous dans une config. C'est un outil formidable à chaque fois qu'on a un souci. S'il n'y a pas de raison technique et légale qui empêche de déployer Storage Insight, et il y a des tas de cas où il y a des bonnes raisons, faut le mettre. Et il faut s'en servir. C'est vraiment un outil super. Voilà. Je l'ai pas dit. Dernier truc, et je passe 3 secondes là-dessus. On a fait comme certains de nos concurrents énormément amis. On a des clients qui cherchent à se protéger de façon massive contre l'obsolescence de leurs infrastructures et qui sont toujours frileux à l'idée d'acheter une machine qui sera out of support ou out of commercialisation dans 2-3 ans. Et on a des clients qui offrent des offres d'abonnement. On a quelque chose d'équivalent qui s'appelle IBM Storage Assurance. Vous vous engagez pour 4 ans, vous vous engagez pour 8 ans. Si pendant la durée de l'assurance que l'on vous propose sur la machine, on n'atteint pas le niveau de performance espéré, si jamais vous souhaitez faire un upgrade et qu'on ne peut plus faire d'upgrade parce que la machine n'est pas supportée, si jamais vous souhaitez déployer le nouveau code et que vous ne pouvez pas déployer le nouveau code parce que ça ne marche pas sur la machine, eh ben on vous remplace la machine dans le prix de l'assurance. Ça s'appelle IBM Storage Assurance. C'est forcément un peu plus cher parce que vous payez une assurance que vous n'avez pas avant. Mais on sait le faire comme certains de nos concurrents. Moi, j'ai fini sur ce que j'avais prévu de vous dire, mais je ne vais pas partir en courant. Donc, vous pouvez aller boire un coup, vous pouvez rester me poser des questions. Tout est possible.